Bonjour à tous. Merci d'être venus alors pendant que Jamie signe ses autographes et après le déjeuner. C'est un temps très difficile. On va essayer de vous passionner avec la smart maintenance, l'Internet des objets industriels au service de la maintenance du futur. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup de termes au niveau de smart maintenance, d'usine du futur, industrie 4.0. On fait du temps réel, du machine learning, de l'intelligence artificielle. On va essayer un petit peu de faire le tri dans tous ces termes, peut-être pas tous les reprendre, mais au moins d'en définir quelques-uns et surtout de vous montrer l'intérêt de la smart maintenance avec quelques exemples et en vous détaillant un petit peu en quoi ça consiste. Alors surtout, n'hésitez pas, s'il y a des termes qui sont un peu compliqués, au niveau du CEA, on essaie avec Florian de rester à un niveau plus introductif pour les entreprises qu'on rencontre. Mais voilà, si jamais on s'emballe, n'hésitez pas. Alors qu'est-ce que la maintenance au sens général? C'est maintenir l'état nominal d'un équipement ou d'une machine. Qu'est-ce que l'état nominal? C'est un niveau de productivité, ça peut être un niveau de qualité, un niveau de fonctionnement. Et c'est vrai que si certaines machines tombent en panne ou qu'il y a des problèmes, la productivité peut s'en faire ressentir. Voilà, vous avez un exemple ici qu'on connaît un peu tous. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer finalement, c'est quel type de maintenance. On va commencer l'introduction pour vous montrer les différents types de maintenance. Donc ça, c'est une échelle, on va dire, de disponibilité du temps d'équipement, de disponibilité. Alors en vert, ben voilà, quand ça fonctionne, et en rouge quand ça ne fonctionne pas. Le premier type de maintenance, c'est la maintenance curative. C'est-à-dire qu'on va venir réparer quand il y a un défaut qui apparaît, une panne. Donc l'une des stratégies souvent, c'est de réparer de manière provisoire avec les moyens du bord. Voilà, on fait comme on peut. C'est ce qu'on faisait avant avec nos voitures finalement. On l'amenait chez le garagiste quand elles tombaient en panne. Le problème, c'est que ces réparations provisoires peuvent s'aggraver. On a des pannes récurrentes qui peuvent apparaître, et même quelquefois des pannes catastrophiques qui handicapent l'équipement et qui l'arrêtent complètement, et la productivité s'en fait ressentir. Le deuxième niveau, c'est la préventive. C'est celle qui a maintenant cours dans la plupart des grandes usines. On sait que les équipements peuvent faillir à une certaine périodicité, donc on va anticiper cette périodicité en changeant les pièces qui peuvent tomber en panne. Donc soit les petites pièces, voilà, il y a des petits temps d'arrêt qui sont prévus de manière récurrente, soit des arrêts de tranches d'usine entière où on remet tout à jour, on maintient les gros équipements en fonctionnement. Et le troisième type, c'est la préventive. En fait, la prédictive, on va venir détecter au préalable une éventuelle défaillance. On va l'anticiper de manière à la réparer avant que la panne n'apparaisse, de manière à augmenter drastiquement le temps de disponibilité. On a moins de pannes, on a moins de planification, de réparation qui peuvent ne servir à rien, et finalement on est vraiment en train d'optimiser le niveau de maintenance au quotidien. Mais par contre, ce n'est pas sans difficulté, et c'est ça qu'on va vous expliquer par la suite. Alors je vous propose de reprendre chaque type de maintenance un peu plus dans le détail avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on va commencer par le mode de maintenance le plus simple, le curatif. Qu'est-ce qui se passe dans le curatif? Vous avez une panne qui arrive. Donc, en fait, quand la panne arrive, souvent, vous avez utilisé vraiment votre machine le plus longtemps possible. Donc, ça veut bien parce qu'au moins, la machine a été disponible pendant une très longue durée. Mais bon, arrive la panne. Donc vous avez l'agent de maintenance qui va intervenir. Il va pouvoir changer la pièce défectueuse. Ça peut être une réparation provisoire, ça peut être une réparation définitive. Je dirais ça dépend en fonction du type de panne et du type de pièce qui a remplacé. Il peut arriver qu'en fait la panne soit vraiment catastrophique, comme le disait Florian. Et dans ce cas, ça va être très compliqué de remplacer la pièce, voire impossible de réparer la machine. Donc c'est bien parce qu'on aura vraiment utilisé la machine au maximum de ses possibilités. Par contre, si ça casse, ça risque de casser pour une très longue durée, voire indéfiniment. Et du coup, ça risque de coûter très cher au bout d'un moment, de multiplier les pannes. Et donc, voilà, après, vous êtes bon pour changer la machine.
Autre type de maintenance, la maintenance préventive. Alors, on va repartir avec le même type de machine, seulement là, cette fois-ci, quand il y a une panne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au préalable un contrat de maintenance que vous avez signé avec votre entreprise de maintenance. Donc cette maintenance peut se faire sur deux types de données, hein, soit sur le temps passé, c'est-à-dire on dit ben voilà, hein, au bout de tant de temps on va faire une opération de maintenance, ou on sait en général que comme dans les voitures, hein, un courroie de distribution après, au bout d'un certain temps ça casse, bon ben voilà, on va changer la pièce sur la machine. Donc l'avantage c'est que au moins vous avez, quand la machine est arrêtée, vous le savez à l'avance. Donc vous pouvez vous organiser au niveau de la production pour éviter d'avoir des arrêts machines qui soient complètement imprévus. Les pannes sont aussi moins probables parce que vous anticipez. Donc c'est plus rentable que le mode plus réactif, hein, qu'on vient de voir. Par contre, ça veut dire qu'il faut toujours avoir tout un stock de pièces de rechange à disponibilité. Et du coup, vous les changez beaucoup plus souvent. Alors, quand c'est une machine, ça peut être un petit peu gênant. Il va de soi que quand c'est sur un avion, pour éviter que l'avion s'écrase, c'est quand même plus intéressant. Dans le cas de l'industrie, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc, on va vous présenter maintenant la maintenance prédictive. Donc cette maintenance prédictive, en fait, il y a une phase préalable qui a été faite, c'est-à-dire de pouvoir instrumenter la machine, de pouvoir faire remonter cette information et de pouvoir traiter l'information. Et du coup, vous utilisez votre machine sur un temps, vous avez une très grande disponibilité d'utilisation de la machine, et vous allongez la durée de vie de la machine parce que voilà, vous changez les pièces vraiment au bon moment. C'est-à-dire que, comme vous aviez sur le graphe tout à l'heure, vous êtes alerté juste avant qu'il y ait une panne. Et c'est là que du coup, vous pouvez diminuer le stock de pièces de rechange, et vous avez moins d'arrêts imprévus que dans le mode curatif, et moins d'arrêts prévus que dans le mode préventif, puisque vous allez vraiment au maximum d'utilisation. Alors c'est intéressant, c'est plus rentable que les deux autres modes. Par contre, ça veut dire qu'il faut aussi instrumenter avant, il faut remonter la donnée, il faut la traiter, il faut introduire des algorithmes de prédiction de panne, de détection et de prédiction, il faut pouvoir faire la maintenance, faire le monitoring en continu, et ça nécessite de changer un petit peu l'organisation de l'usine. Voilà, donc c'est intéressant, mais il y a quand même des points un petit peu plus complexes à gérer. Alors, pour résumer, quelques petits smileys. Vous avez le premier mode à gauche, le mode curatif. Donc la première ligne, c'est la disponibilité machine. Alors en mode curatif, il y a un petit peu toutes les couleurs de smiley, tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas de panne, tout se passe très bien. Par contre, dès que vous avez une panne, soit la panne n'est pas trop grave et vous avez un peu d'indisponibilité, soit la panne est très grave et alors là, c'est mort pour l'utilisation. En termes de rentabilité, pareil, le curatif, tant que tout va bien, c'est très bien. Par contre, ça peut coûter très très cher si c'est une grosse panne. Et en termes de complexité, c'est la dernière ligne, c'est assez simple, hein. Vous avez une panne, vous changez la pièce. En termes de maintenance préventive, donc là, en termes de disponibilité machine, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arrêts programmés, hein, sur le graphe en rouge et vert. Donc, c'est un petit peu moins intéressant. En termes d'économie, voilà, il faut stocker les pièces, il faut faire des opérations de maintenance très régulières. Par contre, c'est relativement facile à mettre en place, il faut faire un contrat de maintenance. Enfin, le modèle prédictif. Alors, en termes d'utilisation de machines, donc c'est la dernière colonne, c'est vraiment optimisé. En termes d'économie, là, on est vraiment sur une utilisation optimale au niveau de la maintenance et puis aussi au niveau de l'utilisation de l'allongement de durée de vie de la machine. Par contre, en termes de complexité, ça nécessite des choses en plus, mais c'est ce qu'on va vous expliquer dans la suite. Alors, ce que vous avez au niveau de l'usine, c'est que voilà, là, on vous a parlé d'une machine qu'on va instrumenter, qu'on va équiper, on va faire remonter l'information. C'est bien de le faire sur une machine, mais progressivement, on peut le faire sur d'autres. On peut avoir des plans de maintenance optimisés, simplifiés. Le taux de disponibilité des machines est vraiment optimisé. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir réunir toutes ces informations au niveau de la ligne de production pour vraiment optimiser cette ligne de production. Donc, au niveau vraiment du site complet et pouvoir coupler ces informations aux autres données de l'entreprise
l'entreprise. Donc on n'est pas seulement sur la maintenance, mais on est aussi sur les données de la production, on est sur les données commerciales de prise de commande, on est sur les données d'utilisation des machines. Et donc on a vraiment une gestion globale de l'entreprise. C'est là qu'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle l'usine du futur, qui est un terme qu'on n'aime pas forcément beaucoup, mais voilà, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Bon, juste pour finir le contexte, d'expliquer un peu le contexte, on a récupéré des chiffres qui ont été émis par différents organismes, dont une étude McKinsey ici, qui explique que les potentiels d'économie sont de 630 milliards de dollars d'ici 2025 dans le monde, donc c'est assez gigantesque, avec des réductions des coûts de maintenance de 10 à 40%. Juste en passant à la maintenance prédictive. Donc comment faire? Ben voilà, ça permettra de réduire le nombre de pannes de moitié, ça diminuera les montants investis dans les nouvelles machines de 3 à 5%, tout en augmentant la durée de vie des machines existantes. Et voilà une autre étude, cette fois de Deloitte, voilà, les niveaux de disponibilité machine peuvent augmenter de 10 à 20%. C'est vraiment beaucoup, et le temps de maintenance peut être réduit de 20 à 50%. Donc voilà, tout ça c'est du temps de gagner finalement, qu'on ne passe pas à régler des pannes. Les ressources humaines sont mieux planifiées, mieux utilisées. Et les besoins en pièces de rechange sont beaucoup plus anticipés, et finalement voilà, les producteurs, les manufacturiers peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ça l'intérêt au final. Je vous l'expliquerai après par la suite, quand on vous introduira l'IoT. Aujourd'hui, nous, le CATech de Metz, là, basé en Grand Est, on est beaucoup sollicité par les équipementiers, les manufacturiers, pour justement les aider à s'orienter vers ces modèles-là, parce que c'est devenu critique aujourd'hui. Et on vous expliquera un peu plus en détail tout ça après. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour la maintenance, c'est vraiment comprendre le besoin, comprendre le métier. C'est-à-dire que l'opérateur reste quand même toujours au cœur. C'est lui qui connaît la machine. C'est lui qui va vous dire, moi j'entends quand il y a ce type de vibration, quand ça fait ce bruit, je sais qu'il va y avoir une panne. Et c'est pour nous toujours important d'avoir son retour. Il est important également de s'appuyer sur les équipes de maintenance, parce que c'est eux qui interviennent aussi lorsqu'il y a une panne. Et il y a une étude qui a été faite par Usines Nouvelles et KPMG sur à peu près 220 décideurs de l'industrie qui ont été interrogés. Et il ressort que dans la grande majorité des cas, plus de 80%, les techniciens de maintenance sont au moins écoutés. On leur demande au moins leur avis. Pas toujours suivi, mais on leur demande au moins leur avis. Par contre, la maintenance prédictive, c'est une activité pluridisciplinaire. On vous a dit qu'on va instrumenter les machines. Ça veut dire qu'il va falloir introduire du numérique dans l'usine, c'est-à-dire de l'électronique et de la gestion de la donnée. Et ça, ce sont des compétences qui ne sont pas toujours disponibles dans l'entreprise. Et on voit toujours via cette étude Usines Nouvelles et KPMG que les principaux freins à la transformation numérique de la maintenance, c'est véritablement les compétences digitales. Par contre, on voit via ces études que le retour sur investissement intervient en général sous 2 à 3 ans. Donc il y a quand même un intérêt à se compliquer un petit peu la vie, soit en intégrant ce type de compétences en interne, soit en faisant appel en externe. Alors pour continuer, alors l'IoT, vous voyez, on va vous parler d'IoT en fait au service de la maintenance prédictive. L'IoT, c'est l'Internet of Things, et là dédié à l'industrie. Le tissu industriel du Grand Est est très pourvu en PME, ETI qui fabriquent des machines, des outils, des outillages. Et aujourd'hui, on nous demande, CEA, d'aider ces entreprises-là dans différents secteurs. Ça peut être de la machine agricole, du transport, de la machine-outil, même dans l'énergie et dans le médical. Ces gens-là qui fabriquent soit des outils, soit des outillages, des machines, des automates, soit même des pièces industrielles qui sont utilisées par la suite. On nous demande de mettre des capteurs dedans pour comprendre ce qui se passe, pour générer de la donnée. On nous demande aussi de traiter ces données pour sortir un diagnostic temps réel pertinent, utilisable, surtout pas du bruit généré par du capteur, mais quelque chose d'intelligent. Et on nous demande aussi de rendre ces données, on va dire, connectables à l'extérieur, en fait, qui puissent être utilisées alors soit sur site, soit à l'extérieur. Et aujourd'hui, on ressent un vrai grand besoin d'équiper les machines avec de l'intelligence et de la connectivité. Alors pourquoi on nous demande ça finalement? C'est simple, c'est que ces machines connectées finalement, elles permettent d'augmenter la valeur ajoutée, donc on crée de nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités. Ça permet de mettre l'utilisateur vraiment au cœur de l'expérience de la machine, l'opérateur, voilà.
Ça permet aussi d'augmenter la performance des équipements, des machines, des outils. On va plus aux limites d'utilisation, on augmente la productivité, on repousse encore plus les limites, puisqu'on peut comprendre ce qui se passe au cœur des procédés. Ça permet aussi de mieux contrôler alors la qualité, hein, on est vraiment au cœur de la fabrication, donc on arrive à mieux comprendre ce qui se passe très très proche de la fabrication, on peut réduire les délais, on comprend des variables d'action qui nous permettent voilà, d'améliorer en fait, le contrôle de ce que l'on fait. Et le dernier indicateur sur lequel nous sommes beaucoup sollicités, c'est la maintenance. Voilà, pour aller vers la maintenance prédictive. Comment faire pour augmenter la durée de vie de mes équipements, comment faire pour anticiper les éventuelles défaillances, pour augmenter la disponibilité de mes produits vis-à-vis de mes clients. Aujourd'hui, la demande, elle est là. Alors l'autre demande qui vient après, qui est sous-jacente, c'est comment faire pour connecter toutes mes machines connectées les unes aux autres afin que mon atelier puisse bénéficier des mêmes avantages. Aujourd'hui, bon, on est encore un peu au début de ça, mais voilà, le top, ce serait vraiment que toutes les machines soient connectées, qu'on ait une visibilité de l'atelier en temps réel pour gérer cette valeur ajoutée, le niveau de performance, le contrôle et surtout gérer la maintenance de manière beaucoup plus globale que machine par machine. Et la cerise sur le gâteau, ce serait de pouvoir connecter les flux entrants, par exemple les fournisseurs matières ou les fournisseurs de pièces d'équipements qui sont défaillantes, et également les flux sortants vis-à-vis des clients. Alors, au niveau CEATech Grand Est, donc, qui est à Metz, hein, sur le Technopôle, on s'intéresse beaucoup à l'intégration de capteurs. Alors, vous allez me dire, les capteurs, on en met partout aujourd'hui, dans les machines à café. Tout le monde a un téléphone portable hein, qui est là. On l'a équipé de capteurs, il sait communiquer, il a une intelligence embarquée, il a une batterie qui lui permet une certaine autonomie pendant une certaine durée. Vous allez me dire, tout le monde sait faire ça, il n'y a aucun souci, c'est très simple. Par contre, le téléphone portable, ben voilà, là, il est dans une pièce où il fait une vingtaine de degrés, il est posé tranquillement sur la table. Je ne l'abîme pas, j'essaie d'en prendre soin au maximum, surtout que ce n'est pas le mien, c'est celui du CEA. Et par contre, quand on est dans le domaine de l'usine, on n'est pas du tout dans le même cadre. On est dans un environnement qu'on appelle un environnement sévère, c'est-à-dire que vous avez de la poussière. J'ai visité plusieurs fois des fonderies. Quand vous avez du sable de fonderie, allez mettre des capteurs qui sont un petit peu sensibles ou des systèmes comme le LiFi qui reposent sur la lumière, ça va être très compliqué. Vous avez de l'humidité, vous avez des projections d'huile, vous avez des projections d'eau. Quand vous êtes obligé de graisser les pièces avant de faire de l'emboutissage, on n'est pas sur le même environnement qu'un téléphone portable. Il en va de même pour la température, hein, une entreprise qui fait du thermoformage, on va monter en température, ça va être moins sympathique pour l'électronique. Et pareil, quand vous avez les opérateurs, voilà, la machine va vibrer, les opérateurs parfois sont obligés de monter dessus pour changer les outillages, ils sont obligés de pousser, de tirer. On est dans un environnement qui va être difficile pour l'introduction de l'électronique. L'électronique n'est pas fait pour ça. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est effectivement pouvoir intégrer cette électronique en travaillant sur le packaging. L'objectif n'est pas de créer des nouveaux capteurs qui vont être hors de prix et qui vont être difficilement rentables pour l'entreprise, mais d'utiliser les capteurs qui existent, mais travailler sur ce packaging pour faire en sorte qu'ils résistent à leur environnement et qu'ils résistent sur la durée. Parce qu'on peut aussi les faire résister pour une certaine durée de vie. Mais par contre, une machine industrielle, elle va être installée pour un certain nombre d'années. C'est un amortissement pour l'entreprise. Une fois qu'on a aussi packagé électronique, il va falloir faire remonter la donnée. Donc cette donnée, il va falloir la piloter avec l'OS industriel, il va falloir l'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est toute cette partie middleware, intégration logicielle, traitement de la donnée, qu'il va falloir aussi introduire pour faire le lien avec le fonctionnement de l'entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'IoT? Finalement, l'IoT, l'Industrial Internet of Things, c'est déjà le capteur. Donc il faut récolter les données. Il y a la partie qui n'est pas évidente quand on n'est pas trop dans le domaine de l'IoT, c'est la gestion de l'énergie. Le capteur doit être autonome en énergie, donc il faut l'alimenter. Quelquefois, les durées de vie peuvent être d'1 an. C'est difficile de trouver des piles qui durent 1 an. Donc il faut trouver des sources d'énergie, ça peut être solaire, mécanique. Voilà, il y a toutes les stratégies qu'il faut réfléchir en fonction de l'implantation de ces capteurs. Il y a tout ce qui est communication. On est en environnement industriel, il y a beaucoup de métal, il y a beaucoup de phénomènes de cage de Faraday, on est dans des systèmes déjà qui sont très protégés. Comment faire pour sortir la donnée et la rendre utilisable dans l'environnement dans lequel on est? Ça pareil, c'est une stratégie qui n'est pas triviale sur des systèmes pareils.
La dernière chose, c'est la sécurité. Voilà, il faut gérer la donnée, il ne faut pas qu'elle puisse être piratable, qu'il y ait une faille qui permette de rentrer dans le système grâce à cet échange de données, ou que ces données puissent être utilisées par des gens qui pourraient être un peu malfaisants, entre guillemets. La 5e brique, c'est le packaging, comme a dit Sophie avant. Voilà, il faut rendre ce capteur viable dans un environnement très, très sévère. Et le dernier, voilà, c'est la méthode d'analyse, tout ce qui est intelligence artificielle, qui permet de sortir une information claire et pertinente, et pas du bruit. Voilà, vous avez ici en fait les 6 briques de l'IoT, telles que nous on le voit en tout cas pour une intégration en milieu industriel. Alors, c'est vrai que toutes ces briques ne sont pas toujours faciles à trouver dans leur ensemble, mais c'est vraiment nécessaire pour vraiment réfléchir à l'intégration de l'IoT sur une machine. Donc au départ, si on reprend le principe de la maintenance prédictive, voilà, on va anticiper sur une panne pour pouvoir prédire cette panne, il va falloir se baser sur des informations. Ces informations, il va falloir les capter. Donc c'est là où il va falloir instrumenter au plus près les machines. Pardon. Et ensuite, faire remonter cette information pour pouvoir l'analyser et ensuite pouvoir décider. On va décider non seulement sur cette information qui va remonter, mais aussi surtout sur tout un historique de données et tout un ensemble de règles, comme on a pour les systèmes experts, qui vont permettre de prendre la bonne décision par rapport à tout un ensemble de caractéristiques à un moment T. En fonction de cette décision, on va pouvoir agir, c'est-à-dire arrêter la machine, remplacer une pièce, et puis on va réintégrer ça dans le système. Alors, quelques exemples. Il y a déjà des exemples assez concrets qui sont d'entreprises assez importante, surtout pour la première, mais il faut savoir quand même que la IoT, ici, on s'intéresse beaucoup aux problématiques des PME et des ETI. Donc c'est pas forcément la maintenance prédictive que pour les grands groupes, ça concerne tout le monde, et je dirais les PME et les ETI ont plutôt intérêt à vraiment fiabiliser leur ligne de production. Alors, premier exemple d'end-user, la SNCF. La SNCF, tout le monde a au moins pris le train, tout le monde a été un usager, effectivement, il y a parfois des pannes, ça arrive. Par contre, pour réduire ce type d'inconvénient, la SNCF a embauché 5 data scientists, donc ils vont pouvoir travailler sur la donnée et écrire aussi, développer des algorithmes de détection de panne. Ils ont combiné ça, comme on l'a montré précédemment, à la prise en compte du savoir-faire des ingénieurs métiers et des techniciens de maintenance. Du coup, ça a permis à la SNCF, alors les moyens sont particuliers au niveau de la SNCF, mais la SNCF a pu mettre des capteurs IoT sur l'ensemble de son réseau, ce qui représente 50 000 km de voies et ce qui représente également 2200 systèmes d'aiguillage. Au final, on parlait de retour sur investissement tout à l'heure, la SNCF a investi 300 millions d'euros. C'est une forte somme. Par contre, ça lui a permis de générer, et qui va générer jusqu'en 2020, de 2015 à 2020, 537 millions d'euros d'économies. Donc on voit effectivement tout l'intérêt sur la durée. Donc là, on est plutôt sur une période de 5 ans. Je vous avais parlé de 2 à 3 ans. Là, effectivement, sur une période de 5 ans, ça commence à être très, très rentable. Une autre entreprise, Figeac Aero, qui travaille pour l'aéronautique. Figeac Aero a décidé d'instrumenter de premières machines avec des capteurs de vibration, instrumenter la force de serrage des outils et détecter les défauts géométriques. Donc elle a mis en place des algorithmes de maintenance prédictive, ce qui lui a permis de réduire les pannes d'environ 40%. Ce qui est quand même assez énorme dans l'aéronautique où les pièces sont parfois très chères, petite série, mais pièces de grande valeur. Aujourd'hui, Figeac Aero va étendre la maintenance prédictive à d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'elle va inclure les informations sur les courants électriques, sur les températures, les pressions et les débits, pour pouvoir vraiment gérer au mieux l'information qui remonte et créer des corrélations. Elle travaille avec des statisticiens pour pouvoir vraiment anticiper, détecter les pannes à l'avance. Alors, on a aussi des outils qui existent aujourd'hui. Alors, vous avez Bob Assistant, qui est le fruit d'une collaboration entre 2 entreprises. Et là, on retrouve vraiment, comme on a vu, la jonction de
plusieurs mondes, le triptyque, hein, les opérateurs, l'électronique et le traitement de la donnée. Donc Eolan, qui est un sous-traitant électronique des Pays de la Loire, et Cartesiam, qui est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc les deux ont développé ce petit boîtier qui va mesurer les vibrations de la machine, qui va mesurer la température. Donc c'est un petit boîtier qui va se poser contre la machine. Donc là, on n'est pas forcément au plus près. Ça va fournir, voilà, c'est un système type plug and play, hein, qui va pouvoir convenir à l'ensemble des machines. Alors, comme tout système universel, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr, mais au moins là, on va pouvoir détecter quand il y aura des vibrations au niveau de la machine qui seront un petit peu différentes du mode nominal, et quand la température va varier dans des proportions qui sortent de la fourchette habituelle. Les données sont traitées en local, et ensuite, par LoRaWAN, il y a un rapport d'anomalie qui est transmis. L'intérêt, on vous parlait de sécurité tout à l'heure, c'est que du coup, le traitement est fait au niveau de la machine. Et on va transmettre par des réseaux non filaires que l'alerte, attention, il va y avoir une panne ou tout va bien. Donc, si quelqu'un de malfaisant veut récupérer l'information sur le fonctionnement de la machine, il n'aura aucune information disponible. Voilà. Alors, on voulait aussi vous parler de l'impact sur le modèle économique des entreprises. C'est quand même une petite révolution qui va s'opérer. Alors pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, cette connectivité, cette intelligence au cœur des machines, outils et outillages permet du coup de générer des données qui sont directement utilisables par les équipementiers. Ça leur permet d'accroître leur savoir-faire, d'optimiser leur conception, d'apprendre encore plus de choses sur l'utilisation que leurs clients ont de leurs produits. C'est pas forcément évident quand vous vendez quelque chose dans des pays un peu, où il y a peu de contrôles qui sont un petit peu compliqués, dans lesquels il faut aller. Vous pouvez recueillir la donnée en temps réel et vous pouvez du coup savoir comment sont utilisés vos produits. Ça permet de voir les limites de garantie. Voilà, il y a plusieurs façons de les utiliser. Ça permet aussi d'accroître l'expertise et ça permet aussi de proposer un service de SAV un peu plus optimisé que ce qu'on faisait par avant. Donc du coup, voilà, ces équipementiers peuvent proposer un niveau de performance, de contrôle et de valeur ajoutée de leurs produits beaucoup plus abouti, mais surtout de proposer de nouveaux services de maintenance prédictive. Alors quel est l'impact sur le business model de ces équipementiers qui du coup, alors je ne sais pas si vous connaissez ce Canva là, voilà, ça permet d'avoir un peu la proposition de valeur d'une entreprise. Aujourd'hui, les équipementiers par exemple proposent des équipements standards ou des équipements haut de gamme, et dans leur proposition de valeur, ils proposent aussi une offre de SAV. Voilà, on les appelle, ils envoient leur équipe sur place pour réparer ou pour changer les pièces. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ces entreprises, donc des PME, des ETI, commencent à proposer des solutions de maintenance prédictive à leur proposition de valeur. Quel est l'impact? Finalement, c'est qu'au lieu de commercialiser sur appel d'offres des produits, ils s'orientent plutôt vers des services directement à leurs clients, qui sont les mêmes, ce qui permet de fidéliser la relation client et d'avoir un suivi continu de leurs produits sur site. Quel est l'impact en termes de revenus pour ces entreprises? C'est qu'au lieu de vendre directement, ils peuvent proposer des abonnements, des offres en leasing qui permettent d'avoir une récurrence des revenus de manière plus périodique. Par contre, il faut qu'ils adaptent leur activité clé. Avant, ils étaient dans un schéma classique de production d'équipements, de conception, de logistique, voilà, un système classique d'entreprise. Aujourd'hui, il faut qu'ils intègrent cette gestion des données. Il faut qu'ils intègrent aussi un suivi client sur mesure. On est vraiment en train de les suivre au quotidien en fonction des données qui sont renvoyées. Du coup, les ressources changent. Il faut qu'ils intègrent des compétences en data science, des data scientists. Il faut aussi qu'ils intègrent, par exemple, des licences logicielles pour traiter ces données, éventuellement poser des brevets qu'ils pourraient avoir suite à ces données générées, qui leur donnent de nouvelles idées. Tout ça, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Après, on voit certains partenaires qui choisissent de sous-traiter aussi voilà, ces compétences-là, de manière à rester focalisés sur leur métier clé et justement de profiter du savoir-faire d'autres entreprises. Vous avez beaucoup de startups qui justement aident beaucoup d'entreprises en Grand Est sur ces problématiques-là. Une autre source de revenus, c'est la valorisation des données générées. Un équipementier qui fournit un outil va générer beaucoup d'idées sur l'utilisation de son outil dans une machine. Il peut dire au fabricant de la machine, moi j'ai vu ça de l'utilisation de ta machine, je pense que tu peux améliorer de cette manière-là. C'est des données qui peuvent être valorisées, échangées ou favoriser une coopération sur toute la chaîne de valeur de proposition de machines au niveau de l'industrie.
Alors c'est pas simple, hein. Faut changer un peu les méthodes existantes et pour s'orienter vraiment vers le digital. Donc ça se fait pas de manière naturelle, ça peut prendre un certain temps. Alors comment passer à la maintenance prédictive? Là, on va plutôt passer dans la méthodologie. Parce que comment faire la maintenance prédictive? Finalement, la question qu'il faut se poser au départ, c'est quel est l'objectif? Il faut, dans un premier temps, identifier les postes à passer en maintenance prédictive. On ne peut pas tout faire, il faut vraiment identifier les équipements clés sur lesquels il faut se concentrer. Alors comment on fait? On va chercher la solution capteur qui va être la plus adaptée au niveau des machines ou de l'atelier. Et pour ça, on va dans un premier temps questionner nos partenaires pour pas s'approprier, mais comprendre un petit peu ce qu'ils font, quels sont leurs goulots d'étranglement, voir quelles problématiques ils rencontrent au quotidien. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a identifié la solution de capteur qui est la plus optimale pour recueillir la bonne donnée, on va construire une base de données. On va générer de la donnée grâce, avec les capteurs qu'on a mis, avec les données qu'on peut récupérer par ailleurs, qui sont déjà existantes au sein de la machine ou au sein de l'atelier. On va les combiner et grâce à des méthodes de big data, on va sortir une donnée claire et utilisable. Cette donnée claire et utilisable va ensuite être utilisée pour construire un modèle de panne. On va en fait la traduire grâce à du machine learning. On va faire tourner la machine sur des cas qui sont identifiés, de panne connus, et on va, suite aux données générées, les corroborer en fait avec des modèles de panne. On va, en fonction du type de données que j'ai ce modèle de type de panne. Ensuite, on va valider ce modèle, on va le confronter en fait aux règles, au savoir-faire existant au sein de l'entreprise. On va le valider, on va continuer à le faire apprendre au fur et à mesure pour finalement en faire un projet pilote pour déployer la solution dans un environnement, on va dire, représentatif, voire réel. Et là, on va le fiabiliser, on va le faire tourner en conditions réelles, on va faire apprendre le logiciel grâce aussi au savoir-faire des opérateurs et on va le rendre le plus robuste possible pour qu'il puisse apprendre de manière autonome. Il sera impossible de qualifier toutes les pannes possibles sur une machine, donc il faut que le logiciel et l'intelligence artificielle puissent être capables d'auto-apprendre en fait, et de détecter des pannes et de sortir un diagnostic en fonction de tous les événements qui peuvent se produire. Ouais. En conclusion, que retenir? Donc si on prend en compte la sévérité des pannes et l'impact dans le temps, finalement, vous avez compris, la maintenance corrective, on agit quand la panne survient, donc bon, c'est pas le plus optimal possible. La maintenance préventive est plutôt peu optimale dans le sens où elle va... enfin, comment dire... Voilà, on va anticiper les pannes, donc on va passer du temps à changer des pièces qui potentiellement ne peuvent ne pas être changées. Alors que la maintenance prédictive, on va vraiment changer la pièce avec un niveau d'acceptance, de tolérance qui est vraiment optimal par rapport à la gestion de l'atelier et du coût. Ouais. Alors, bien sûr, il y a plusieurs étapes. Comment mettre en place la maintenance prédictive dans son entreprise? Déjà, la première étape, c'est commencer petit, c'est commencer avec une machine. Quand on croise des entreprises qui nous disent « moi, je veux tout refaire et je veux que tout soit connecté et avoir toutes les informations qui m'arrivent sur mon portable », on reste toujours un petit peu dubitatif. On répond souvent on va déjà instrumenter une machine et puis on va voir comment ça se passe. Mais le problème, c'est quel est le bon cas d'école? Comment choisir cette machine qui permettra dans tout le parc d'avoir un retour intéressant. Alors souvent, on nous répond c'est la machine qui tombe le plus en panne, comme ça je serai prévenu. Mais par contre, c'est pas forcément le bon choix. Peut-être le bon choix, c'est de choisir la machine qui a un temps d'utilisation le plus élevé. Parce que si cette machine tombe en panne, ça va vraiment impacter l'ensemble de la ligne de production. Et donc celle-là, il faudra vraiment prévenir s'il y a un risque de panne. Et donc peut-être que celle-ci, c'est le bon choix. Après, voilà, c'est à voir en fonction de l'ensemble de la ligne de production. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de méthode miracle. Mais déjà commencer avec une première machine. Après cette machine, il faut savoir quoi instrumenter. L'objectif, c'est pas de placer toute une valise de capteurs sur la machine, vibration, température, tout ce qui peut y avoir. Non, il faut savoir, finalement, on va utiliser le Pareto des défauts, on va regarder pourquoi il y a des défauts, pourquoi il y a des pannes, pour mieux la contrôler. Et donc, on va pouvoir placer les capteurs au plus près de l'information. Parce que c'est là où on va pouvoir détecter rapidement les premiers signes d'une future panne.
Donc ces capteurs, il va falloir les robustifier pour qu'ils puissent résister à l'environnement, qui souvent, quand on est au plus près, l'environnement n'est pas le plus favorable. Et puis après, on va pouvoir analyser ces informations et, comme on le disait précédemment, décider et agir. Mais voilà, une fois qu'on aura ce retour sur une première machine, c'est là où on pourra se dire, voilà, ok, ça marche là-dessus, maintenant je vais en équiper une autre indépendamment. Et puis après, on pourra aussi faire communiquer, comme on l'a vu, plusieurs machines ensemble. Et puis, on va pouvoir avoir progressivement des remontées de l'ensemble de la ligne de production et aboutir à un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, le jumeau numérique. C'est-à-dire qu'avec toutes ces données, on peut faire des simulations sur le fonctionnement de l'entreprise, intégrer par exemple des prises de commandes, et puis voir comment ça peut avoir un impact sur tout le fonctionnement, que ce soit la prod, que ce soit la maintenance, que ce soit les méthodes, le commercial et autres. Alors, beaucoup parlent du jumeau numérique, c'est le Graal, c'est l'aboutissement. Aujourd'hui, finalement, assez peu d'entreprises y parviennent, mais je dirais déjà la première étape, essayons de rester dans ces 3 premières étapes et ce sera déjà bien pour des machines qui sont vraiment importantes dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors si vous avez des questions, on est à votre disposition. Alors bien sûr, si vous voulez voir des applications concrètes, soit vous venez sur notre stand E7, soit vous nous rendez visite au Technopole de Metz, 5 rue Marconi, où vous avez une photo de nos locaux. Voilà. Oui. Alors, vous pouvez utiliser l'historique des données aussi pour faire la maintenance préventive, pour planifier les arrêts. La maintenance prédictive va aussi s'appuyer sur toutes les informations qu'elle va recevoir en temps réel de la machine. C'est là l'intérêt. C'est pas que de la statistique. Il y a une notion d'apprentissage, de détection des pannes. C'est une combinaison multi-données. Les données proviennent de différents supports. Ça peut être aussi des données délivrées des opérateurs qui sont à la machine. Mais c'est en fonction de tout ça qu'on va apprendre à la machine. Voilà, là, on va détecter des corrélations. Ça va être un travail de statistique, mais aussi en traitant les remontées des données, pas seulement historiques. Tu veux peut-être compléter ? Construire des modèles en fait. Oui, c'est un peu d'historique, mais on construit des modèles qui auto-apprennent en fonction des événements qui sont rencontrés de manière autonome. Il n'y a pas d'intervention forcément humaine dans une statistique au sens je regarde ce qui s'est passé par le passé et j'essaie de prévoir. Là, on prévoit en temps réel ce qui va potentiellement se passer et le système interagit automatiquement. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs accéléromètres, par exemple, qui vont vous donner une combinaison d'informations et vous saurez que quand vous avez ce type de remontée au même moment des différents accéléromètres, vous saurez que ce sont les prémices d'une panne. Donc là, vous allez arrêter la machine avant que ça casse. Voilà. Donc c'est aussi tout un apprentissage qui se fait, qui peut être guidé, qui se fait sur l'ensemble de ces données et qui se base aussi sur des règles et sur l'historique. C'est beaucoup de traitements événementiels. Vous utilisez alors des systèmes de moteurs de workflow ou des tables de décision pour établir votre diagnostic. Il y a de ça. Ulysse, tu veux répondre ? Ouais. On a notre data scientist qui est juste derrière. Je vais vous expliquer plus en arrière. Excusez-moi. Non, enfin oui, on peut faire du workflow, effectivement, oui, mais après, oui, pour reprendre, oui, c'est beaucoup sur l'historique des données.
Effectivement, c'est de l'apprentissage supervisé, hein, et c'est comme ça qu'on arrive à détecter ensuite, plus tard, les futures pannes. C'est en fonction de ce qui s'est passé avant. Et ensuite, pour tout ce qui est nouvelle acquisition de données, pour tout ce qui est données, effectivement, oui, là, on prend des flux de données et on les analyse en direct. Oui. Je pense que c'est assez rapide, mais le fait de faire accepter ce nouveau business model est compliqué actuellement dans l'industrie, quoi. Faire accepter le fait de faire transiter des données dans les usines à l'extérieur, c'est compliqué. Le fait de faire changer ce qui est existant, c'est assez compliqué. Je pense que la limite, elle est là. Je pense que le retour sur investissement est, c'est ce qu'on disait, 2 à 3 ans à peu près. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça. Il faut arriver avec des choses qui fonctionnent, avec des preuves de concept, un produit vitrine finalement, et avoir montré que ça fonctionne. Et ce que vous dites, quel est le retour sur investissement de manière critique? Personne ne veut pour le moment prendre le risque de le faire vraiment. Elle est là, la limite, aujourd'hui. On y travaille aujourd'hui. C'est un fonctionnement, c'est une façon de faire qui va être complètement différente. C'est une approche différente pour les équipementiers et puis pour les end-users. C'est aussi voilà, savoir fonctionner aussi différemment avec son partenaire. Oui. Est-ce que dans la période d'apprentissage de la machine, il faut absolument qu'il y ait une occurrence de panne, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, il y a un actionneur qui se déplace. Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une casse pour que ensuite, après coup, on aille regarder la courbe de données et on se dit, voilà, là ça a cassé à ce moment-là, et on voit effectivement qu'il y a eu une dérive des données à tel moment avant. Exactement, oui. On simule en laboratoire ces pannes. D'accord. Et on caractérise justement les données issues des capteurs sur un type de panne. Ça peut prendre du temps finalement. Voilà, on tourne en fait. Il y a un temps d'apprentissage assez long parce qu'il faut forcément qu'il y ait une casse qui soit détectée. Ouais, c'est ça. Donc c'est là que le savoir-faire de l'utilisateur est hyper important. Il va nous dire, il m'arrive ça, ça, ça et ça, et on essaie de voir comment remonter ces infos-là. S'il y a une déchirure d'une protection, comment on lui fait, est-ce que c'est du bruit, est-ce que c'est, enfin voilà, on essaie de quantifier tout ça et en fonction de ce qui se passe, nous on essaie ensuite de trouver la manière de mesurer cette panne-là. Voilà. Si c'est une déchirure, ça peut être de la lumière, ça peut être du bruit, ça peut être des choses comme ça, et en fonction de ce qu'on mesure, on essaie de le ramener à la défaillance. D'accord, donc c'est quelque chose qui va très bien marcher sur le long terme sur des aléas très récurrents, mais par contre si c'est quelque chose qui arrive presque jamais, ça ne sera pas mesuré, donc on n'aura pas eu encore l'occasion de le voir pour apparaître. Donc, Après, c'est là qu'intervient le bon choix de machine à instrumenter en premier. Ouais. Si c'est une machine qui va tomber très très peu en panne, voilà. Après, est-ce que cette machine est essentielle dans la ligne de production? Ce sont les choix à faire, mais c'est au départ, effectivement, pour les premières instrumentations, c'est le choix de la machine qui est important. Après, on arrive aussi à identifier un cas nominal. On sait que si ça ne se passe pas comme ça, il peut se passer quelque chose, quoi. Mais donc voilà, on peut mettre des alertes en fait. Ok. C'était une boutade. Ça m'a amené à penser en fait finalement il vaut mieux avoir une machine qui tombe souvent en panne pour que le machine learning fasse bien son travail. Ouais, c'est un peu ça. Mais on le fait en labo, ça. On préfère le faire chez nous, quoi. J'ai une question, parce que je travaille dans une entreprise où il y a des relativement petites usines. Est-ce que dans des environnements où il y a assez peu de machines, c'est économiquement viable de réfléchir à ce genre de projet? Ou est-ce qu'il faut attendre où il faut avoir des environnements un peu plus volumineux, où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de... Finalement, où le CA est le plus important, quoi. Moi, je pense que ça s'applique partout, en fait. C'est une allocation de ressources après. Le temps que vous ne passez pas à réparer, à arrêter la production, vous le passez à autre chose. Donc, je dirais même que c'est peut-être plus critique pour vous, quoi. Vous avez moins de marge de manœuvre, en fait. Les ressources humaines sont importantes et c'est là qu'il ne faut pas les gaspiller, à passer 8 heures à réparer. On commence toujours par une machine, donc c'est... peu importe le nombre, c'est la production en fait qui est essentielle. C'est là où le client va dire attention, si vous ne me livrez pas, il va y avoir un gros problème. Et c'est là aussi où ça va coûter cher. Pour tout vous dire, on est très sollicité par des petites entreprises pour ce genre de problématique. Parce qu'ils ont identifié que c'était leur moyen de survie à moyen terme face à une concurrence qui est très agressive sur les prix. Donc
voilà, faut qu'ils trouvent comment créer de la valeur ajoutée ou de la marge de manœuvre quand ils produisent. Donc pour eux, voilà, ça fait sens de faire des choses comme ça, quoi. Voilà, si ça vous intéresse, on peut vous présenter aussi, lors d'un autre événement, des gens qui ont déjà commencé à intégrer ces choses-là. On organise très régulièrement des workshops où on invite nos partenaires à expliquer un petit peu la façon dont ils appréhendent ces problématiques et à le présenter à d'autres personnes, en fait, à partager ces connaissances et cette expérience. Il y a beaucoup d'équipes de maintenance, justement, et comment elles ont pu réagir aux différents éléments que vous avez pu leur présenter? Parce que je me pose bien la question de, bah, du coup, moi, je faisais le diagnostic, et maintenant, c'est la machine qui va faire le diagnostic à ma place. Donc, comment, finalement, ces équipes ont appréhendé ces différents projets? Je crois qu'elles gagnent en expérience, en fait. C'est surtout ça, quoi. Elles sont beaucoup plus rapides, finalement, à résoudre un problème. Et ce qui est incroyable, c'est l'expérience qu'elles prennent, en fait, hein, suite à tout ça. Elles ont beaucoup plus de données pour traiter le problème rapidement. Je pense que c'est surtout ça. Et je ne pense pas qu'on puisse enlever l'humain sur ces choses-là. Pour moi, c'est impossible. L'humain est essentiel déjà au départ, et puis après, de toute façon, ces équipes sont nécessaires pour aussi aller sur place. Être guidé, c'est aussi une aide aussi pour ces entreprises, pour les opérateurs qui doivent intervenir sur des sites qu'ils ne connaissent pas forcément, et c'est comme un guide. D'autres questions ? Merci à tous.